J'aime beaucoup cette citation qui dit: «Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va». Après des mois, parfois des années d'emprise, de manipulation, de doute sur votre propre santé mentale, vous êtes enfin sorti. Félicitations, vous êtes libre physiquement. Pourtant, peut-être que votre intérieur est encore prisonnier. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous vous sentez vide, vous vous sentez brisé, peut-être coupable. Parce que la réalité est que quitter, ce n'est pas guérir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de guérir. Il est possible d'évoluer, de récupérer les morceaux de vous qui ont été volés. Avant de débuter, je recommande fortement à celles et ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode 1 et l'épisode 2 de commencer par là. Comment des conditionnements acquis dans l'enfance peuvent créer en nous un terrain favorable à accueillir des relations toxiques? Et comment est-il possible de se reconditionner en passant par la lucidité, l'éducation et la reconstruction consciente de soi? Bonjour à toutes les âmes de lumière et de feu qui écoutent cet épisode et bienvenue dans âme incandescente. Ici, on parle de ce qui a été vécu et éprouvé dans la chair, dans les expériences de vie, dans la réalité. On parle de relations toxiques ou humaines, mais surtout de ce qu'elles disent de nous. On parle d'identité, de blessures émotionnelles, mais aussi de découverte et de reconstruction de soi. On parle de perte de sens, de crise existentielle et d'éveil spirituel. Ce podcast n'est pas un espace de conseil. Je suis aussi en marche. C'est un espace de vérité. Je ne te dirai pas quoi faire. Je te partage mes expériences et ce qu'elles m'ont appris, ok? Et si ça résonne en toi, ben tant mieux. Aujourd'hui, dans ce troisième et dernier épisode de cette série de trois, on répond à la question suivante. Comment est-il possible de se reconditionner, de se reprogrammer en passant par la lucidité, l'éducation et la reconstruction consciente de soi après une relation toxique? Premièrement, je parlais des premiers pas de reconstruction. Ensuite, je vais présenter la quête identitaire. Je vais ensuite présenter la partie spirituelle du cheminement et terminer avec les voies de guérison possibles. Et si en écoutant ces épisodes, tu t'es reconnu, je te dirais cherche de l'aide. Parle à quelqu'un de fiable, parle à un professionnel, appelle une ligne d'écoute, cherche une association, mais ne reste surtout pas isolé. Le cheminement de reconstruction que j'ai traversé, que je m'apprête à te partager, c'est organisé autour de 6 pôles fondateurs. Premièrement, ça a été de se pardonner. Ensuite, de se découvrir et d'apprendre à se connaître. Ensuite, de s'accepter et de vivre de manière authentique et s'affirmer. Ensuite, de s'aimer et d'avoir conscience de sa valeur. Ensuite, d'apprendre à s'écouter et se faire confiance. Et finalement, se réaliser dans la vie. Donc, ce n'est pas une méthode que je m'apprête à te partager, mais c'est plutôt une traversée qui doit aboutir à une forme de stabilisation intérieure. Alors, je ne dis pas guérison totale, je dis stabilisation. Donc, pour commencer, il y a 3 étapes piliers qui semblent simples et minimes, mais qui sont vraiment importantes et qui m'ont aidée dans la sortie d'emprise. La première étape fondamentale, c'est d'avoir reconnu que j'avais été victime. Non pas pour m'apitoyer sur mon sort ou cultiver un sentiment d'impuissance ou me coller éternellement une étiquette de victime, mais surtout pour sortir du déni, afin de pouvoir nommer avec lucidité ce qui s'est joué, et aussi pour me détacher du poison qui était la culpabilité confuse et que j'avais appris au cours de cette relation, et qui se perpétue après la rupture. Cette culpabilité, tu sais, qui essaie de te convaincre que tout est de ta faute, que tu le mérites, que c'est le karma. Donc reconnaître qu'on a été victime, qu'on a été pris dans une dynamique d'emprise, ça permet d'éviter de rechuter. Ça permet d'éviter de retourner en arrière et donc ça permet de reprendre contact avec le réel, avec ce qui est vrai. Et le réel, c'est le point de départ de toute guérison. Si tu ne vois pas clairement sur un chemin, tu ne peux pas avancer. Et paradoxalement, ça te replace dans une certaine responsabilité émotionnelle parce que tu cesses de juste te demander pourquoi moi? Est-ce une malédiction? Et tu commences à te demander qu'est-ce qui en moi a permis que je sois cette cible, cette victime, cette proie
toi. Ça t'éduque en fait sur tes propres points de vulnérabilité. Ensuite, une fois que j'avais clairement nommé et reconnu l'abus, la deuxième étape fondamentale a été de me pardonner à moi-même d'être tombée dans cette dynamique. Il faut que tu te pardonnes d'avoir permis que cela se joue pendant autant de temps. Il faut que tu te pardonnes d'avoir douté de toi, de ton intuition, de tes perceptions ou de ce dont tes proches essayaient de te prévenir. Il faut que tu te pardonnes d'avoir peut-être brisé certaines relations de très longue date au profit d'une relation destructrice. Il faut que tu te pardonnes d'avoir accepté l'inacceptable, d'avoir accepté les situations d'humiliation, de honte et de maltraitance, d'avoir justifié certains comportements, certaines paroles blessantes, certaines paroles dévalorisantes, et d'avoir été dans le déni et surtout d'avoir persévéré. Parce que quand on sort d'une relation toxique de ce genre, on a tendance à ressentir beaucoup de colère envers soi-même et beaucoup de honte. On entend très fortement notre juge intérieur nous marteler de très lourdes phrases douloureuses telles que tu es con, tu es stupide, tu es bête. Donc, se pardonner, en fait, c'est une nécessité vitale. C'est reconnaître que tu as juste agi avec les outils que tu avais, avec ce que tu savais à ce moment-là. Dans ce même élan, j'en ai profité pour me pardonner aussi pour tout le mal que j'avais pu causer aux autres, pour toutes les paroles mensongères, pour toutes les actions blessantes, pour tout ce que j'avais moi-même été, dont je n'étais pas fière, pour toutes les blessures que j'avais infligées, même les fois où ce n'était pas intentionnel, même si j'agissais depuis une place blessée ou déformée. Mais ça a quand même causé du tort à une personne, 2, 3, 4, plus. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a trop tendance à vouloir être les gentils de toutes les histoires, alors qu'on oublie qu'on a aussi été les méchants dans certaines histoires. Donc il s'agit tout simplement de prendre nos responsabilités face à nos propres actions. Ça te permet de te détacher de l'ego blessé, d'être franc envers toi-même, de te voir clairement et donc de retrouver ta souveraineté intérieure. Lorsque tu fais ça, tu n'es plus la proie ni le bourreau. Et puis pour compléter cette boucle du pardon, il y a eu une autre étape qui consiste à pardonner aux autres pour tout le mal qu'ils t'ont fait, incluant celui ou celle avec qui tu as été dans cette relation d'emprise. Pardonner, ce n'est pas rouvrir les portes ou minimiser les faits. C'est refuser de continuer à garder en toi le poison qui t'alourdit, le poison qui t'étouffe, le poison qui te tue à petit feu. C'est poser les fardeaux trop lourds et dire « ça ne m'appartient plus ». Le pardon, c'est la libération de l'âme, c'est l'allègement de l'âme qui redonne la paix. Donc je te dirais, pardonne à tes parents pour ce qu'ils ont été, pour ce qu'ils n'ont pas su être, pour les blessures qu'ils t'ont transmises, souvent sans même le savoir, en répétant leurs propres blessures. Pardonne à tes frères et sœurs, à ta famille qui n'a pas toujours su te protéger ou te voir ou t'aimer comme tu en avais besoin au moment où tu en avais besoin. Pardonne à toutes les personnes que tu as croisées sur ton chemin qui t'ont dit que tu n'en valais pas la peine, celles qui t'ont négligé, celles qui t'ont rejeté, celles qui t'ont abandonné, celles qui t'ont blessé, celles qui t'ont ignoré, celles qui t'ont traité de moins que rien, d'incapable, d'incompétent, de personnes vouées à l'échec. Pardonne aux personnes qui n'ont pas su voir ton potentiel, ta lumière, ta profondeur, qui ont préféré te rapetisser, te critiquer, te faire taire, plutôt que de célébrer ta grandeur et ta voix. Pardonne, pardonne et pardonne. Et enfin, la troisième étape fondamentale, ça a été de me battre contre la tentation de me rendre justice moi-même. J'ai vraiment essayé de refuser cela parce que lorsqu'on sort d'une relation à l'issue de laquelle on se rend compte qu'on a été pris pour un con, on est souvent accompagné d'un sentiment de vengeance extrême, d'un sentiment de rage. On veut détruire l'autre. On veut concocter un plan de manipulation aussi fin. On ressent de l'injustice. Et puis tout ça, c'est normal, c'est humain, c'est légitime. Mais n'oublions pas que l'objectif le plus important, c'est d'évoluer, de se détacher et de guérir. Parce que ruminer, tourner en boucle, prendre son temps pour réfléchir et préparer minutieusement une vengeance, surveiller les réseaux sociaux de l'autre, fantasmer sur son échec ou sa chute, tout ça, ça aggrave la souffrance, en plus de te garder captif dans une prison à l'intérieur de toi-même. Quand tu fais ça, tu donnes à l'autre encore ton énergie, ton pouvoir, ton attention. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on veut récupérer. Donc la meilleure revanche, c'est de se reconstruire, c'est de recommencer à rayonner.
Même pas pour lui prouver que tu avances sans lui ou sans elle, mais pour commencer à rayonner pour toi d'abord. Parce qu'il faut comprendre une chose essentielle, qui est que dès que l'on sort de ce type de relation et qu'on en prend conscience, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous ne sommes plus la même personne qui est entrée dans cette relation au préalable. Alors il vaut mieux accompagner la naissance et la croissance de cette nouvelle personne, de cette nouvelle identité. Donc ces 3 étapes ne sont pas linéaires. Moi, j'y suis revenue à plusieurs reprises. Je les ai travaillées encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, avec le temps et la volonté d'avancer, je n'ai plus eu besoin d'y revenir. Donc si tu es dans une période post-emprise, je t'invite à prendre un cahier et écris tranquillement les réponses aux 4 questions suivantes, jour après jour. Qu'est-ce qui te fait ressentir de la culpabilité? Quels ont été, selon toi, tes points de vulnérabilité? Qu'as-tu besoin de te pardonner? Quelle est cette personne que tu décides de devenir aujourd'hui? Donc, si tu as réussi à voir les blessures, les schémas, les mécaniques sous-jacentes qui te guidaient jusqu'alors et qui ont permis cette relation, c'est que tu as certainement eu un éveil de conscience. Pourquoi? Parce que s'éveiller, c'est voir clairement. Et tant que tu ne vois pas, tu répètes en pilote automatique. L'éveil, ça te permet de voir qu'il existe d'autres possibilités, d'autres chemins. Ça te permet de sortir d'une réalité pour entrer dans une autre. Ça te permet de comprendre que rien n'est figé et que nos perceptions fabriquent notre réalité et qu'il est donc possible de se reprogrammer. Là, on est en septembre, octobre 2023, et pour poser les premières pierres de ce nouveau chemin qui se traçait devant moi, la première question qui est venue, c'était qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qu'une relation saine? Quel est le type de relation que j'ai envie de vivre? Avec quel type de personne? Qui est cette version de moi qui saura accueillir naturellement une telle personne ou une telle relation dans ma vie? Et que dois-je faire? Que dois-je devenir pour incarner cette personne-là? Je t'invite à te poser les mêmes questions et à y répondre. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo à part entière. Donc je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, parce que ce qui va suivre sera pétillant. Ces questionnements ont permis de construire un nouveau filtre relationnel en établissant des règles, des principes et puis des limites claires. Mais je dirais que la prise de conscience la plus puissante, elle est venue plus tard. Ça a été de comprendre que il ne faut pas courir après l'amour. Il ne faut pas courir après son âme sœur. Il ne faut pas avoir faim de relation. Parce que très souvent, surtout nous les femmes, nous sommes éduquées à croire que sans partenaire, sans mariage, sans l'autre, cet ultime, le seul et l'unique, eh ben notre vie n'a pas de sens. Nous sommes éduqués à croire que notre valeur dépend de quelqu'un qui nous choisit. Et c'est un piège énorme. C'est un piège qui fait que le moindre petit signal positif va déclencher aussitôt une réponse à l'intérieur de nous. On va commencer à se dire « Ah, c'est certainement lui ». Et puis là, on s'embarque trop vite. Ensuite vient l'étape de l'enquête sur soi-même, cette quête identitaire profonde et passionnée. Parce qu'une relation d'emprise ne fait pas que te briser, paradoxalement, ça peut devenir le déclencheur le plus puissant pour te retrouver, pour te reconnecter à toi-même, pour te redécouvrir. La blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Pour moi, ça a commencé tout naturellement avec des tests de personnalité et des lectures sur les différents types de fonctionnement cérébral et aussi sur les archétypes spirituels. La connaissance de soi, elle est très large et ne peut pas se limiter qu'à ce qui est mesurable. Pour moi, la connaissance de soi, elle est vraiment multidimensionnelle. J'ai plongé dans les 16 personalities, le human design, les dharma types, les notions d'hypersensibilité ou highly sensitive person, de haut potentiel intellectuel ou émotionnel, ces fameux zèbres ou surdoués, d'empathe, de multipotentialité, de neuroatypie, en fait des notions dans lesquelles je me suis fortement reconnue. J'ai par exemple découvert chez moi une énergie mentale qui est tellement turbulente, c'est-à-dire j'ai une pensée en arborescence qui peut connecter 10 idées à la fois. Donc sans cadre et sans structure minimum, tout ça en fait ça se transforme en brouillard, en chaos et puis ça installe de l'anxiété à l'intérieur de moi. Et puis en parallèle de toutes ces recherches, j'ai tenu un journal d'observation
Je lisais et puis je notais et puis je comparais avec ce que j'observais en moi depuis l'enfance parce que je trouve que le plus important, ce n'est pas de se coller une étiquette. Pour moi, le plus important, c'est de comprendre les nuances qui font de toi un être unique. Au sein d'un même groupe, il y a de grandes différences. Puis finalement, cette enquête m'a mené tout droit vers deux trésors qui sont l'acceptation de soi et l'authenticité. J'avais mis en lumière une blessure de rejet parce qu'on m'avait souvent dit et fait sentir que j'étais bizarre, toujours un peu trop, à cause de ma façon de penser, à cause de ma façon de voir le monde, de me questionner. On me l'avait tellement répété, on me l'avait tellement fait sentir que je me rejetais moi-même et je vivais à travers un faux self pour être acceptable. Et grâce à ce travail d'enquête identitaire, je me suis reconnectée à mon enfant intérieur et j'ai enfin décidé de m'assumer telle que je suis, fini de m'excuser d'exister, fini de me rapetisser. L'objectif était devenu clair, être soi pleinement, sans masque, sans filtre et sans peur. Et puis parallèlement à cette quête identitaire, j'ai plongé avec une curiosité dévorante dans l'exploration de notre cerveau, dans les profondeurs de notre subconscient. J'étais dévorée par une seule question brûlante. À quel niveau exact de notre être vont se loger les blessures, les croyances, les programmations mentales limitantes qui nous enchaînent? Et surtout, comment les démanteler pour se reprogrammer et enfin déployer notre potentiel réel? Donc cette exploration m'a mis face aux résultats de plusieurs recherches. C'est que grâce à la neuroplasticité, notre cerveau peut littéralement se recabler à tout âge. Par exemple, il y a des études qui ont montré que des pratiques ciblées comme la méditation ou l'introspection régulière ont la capacité de transformer nos circuits neuronaux après un trauma. Mais il y a tout de même un point de vigilance que j'ai découvert plus tard, c'est que le but n'est pas de livrer une guerre perpétuelle contre soi, piège dans lequel je suis tombée, parce que ça peut devenir très toxique, très anxiogène et très épuisant de vivre constamment dans une meilleure version de soi, dans une version future de soi. Ça fait qu'on se rejette soi-même aujourd'hui, et donc la bonne posture, c'est d'accepter qu'on ne soit pas parfait, et que c'est correct, et que c'est même nécessaire. Il faut apprendre à aimer toutes les versions de toi-même. Parce que l'acceptation bienveillante de toutes les parties de toi, elle va accélérer la guérison du trauma. Elle va réduire la dépression et tu vas développer une autocompassion profonde envers toi-même. Et la compassion envers soi, c'est l'antidote en fait au perfectionnisme toxique. Donc l'attitude adéquate consiste à s'aimer tel que l'on est aujourd'hui, tout en choisissant consciemment de grandir. Ce qui est venu couronner cette quête intérieure, c'est lorsque j'ai enfin commencé à m'écouter, à écouter la voix qui parlait à l'intérieur de moi. Cette voix qui ressemblait toujours à une petite alarme subtile qui me prévenait du danger, qui essayait de me guider mais que j'ignorais et dont je doutais. En la reconnaissant comme vraie et réelle, en lui donnant le droit d'exister, tout a basculé. J'ai découvert une capacité de réception intérieure, mais d'une puissance incroyable. Ce sont des phénomènes difficiles à expliquer avec des mots. C'est comme si j'étais branchée à une source infinie qui m'inspirait, qui m'éduquait et qui me guidait avec une précision particulière. Donc, ce que je veux noter ici, et que j'ai découvert plus tard sur le chemin, c'est qu'avoir la capacité de s'entendre clairement requiert aussi beaucoup de discernement. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a de nombreuses voix qui parlent. La voix des parts blessées, la voix de la peur. Il y a la voix de papa, il y a la voix de maman, il y a la voix de la société. Et il y a la voix. Il y a la voix. C'est une voix qui est paisible et qui est sage et qui vient de très très loin. Il faut apprendre à écouter l'énergie derrière les mots. Le discernement, c'est tout un art qui requiert beaucoup de calme. Et aujourd'hui, il n'est pas facile de discerner parce qu'on est bombardé d'informations rapides et diverses qui sollicitent tout le temps notre attention et nos réactions. J'aimerais quand même te poser une question. Quand est-ce que tu as entendu pour la dernière fois clairement cette petite voix de sagesse à l'intérieur de toi qui essaie de te parler? Là, je vais t'inviter à prendre une pause, à fermer les yeux et à poser la main sur ton cœur, dans le silence, et essaie de prêter l'oreille à ta petite voix intérieure. Écoute ce qu'elle te dit et note ce que tu as entendu. J'en avais déjà parlé dans l'épisode 2 de la série. J'avais dit que la prière et la foi ont été pour moi
des aides précieuses, des lumières dans la nuit la plus noire de mon âme. Et du fond du cœur, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont porté dans leurs prières, au cours de ces années difficiles. Et tout particulièrement ma mère. Je peux tout lui reprocher, hein. Je lui fais souvent des reproches, des blagues, je la fais souvent chier. Mais je dis souvent que ma mère, c'est le parapluie au-dessus de ma tête. Elle a intercédé pour moi sans relâche, nuit et jour. Et je suis convaincue que ces prières ont été comme un bouclier invisible, une grâce en fait qui m'a protégée bien plus que je pourrais le comprendre et l'exprimer. Moi, je priais avec ce que je connaissais. Moi, vêtue de mes vêtements de prière, assise sur mon tapis de prière, j'effectuais le signe de la croix, le chapelet à mon cou, le chapelet dans mes doigts, la Bible ouverte. Et voilà, des paroles brutes et spontanées qui jaillissaient du plus profond de mon cœur, surtout de mon cœur meurtri. Mes prières étaient presque toutes des cris de demande. Je criais: Seigneur, sors-moi de là, Seigneur, libère-moi, Seigneur, aide-moi à survivre, s'il te plaît. Et puis en parallèle de ça, il y a une autre forme de spiritualité plus mentale, je dirais, qui commençait à naître. Donc, avec une soif ardente, j'ai plongé dans tout l'univers du New Age. J'ai tout exploré, hein, avec une faim insatiable. J'ai exploré La notion d'énergie, le nettoyage énergétique, à la source, aux fumigations des parts sacrées, les chakras, les annales akashiques, le langage de l'univers, les mondes subtils, l'identity chic, les chosen one, la loi de l'attraction, la manifestation, le Kibelio. J'ai tout lu, j'ai tout médité, j'ai tout pratiqué, j'ai tout testé. Mais le seul bémol, c'est que je commençais à croire en une toute-puissance personnelle. Je commençais à me dire que si je vibre assez haut, si je manifeste parfaitement, si je contrôle chaque pensée, eh bien tout m'appartiendra et ça c'est dangereux. À un moment donné, j'ai dû tout mettre en pause parce que paradoxalement, le plus que j'essayais de tout contrôler à travers ces outils-là, le plus que je ressentais de l'anxiété. Décembre 2024, janvier 2025, j'ai commencé à effectuer d'autres formes de prières plus sincères, des prières de rencontre, des prières de vulnérabilité. Je disais: Seigneur, je ne veux plus te prier seulement pour te demander. Je veux découvrir le Dieu que je prie. Je veux entrer en connexion plus profonde avec toi, Seigneur. Je veux t'aimer, mon Dieu. Et en mai 2025, après ces prières sincères et une éducation que j'ai reçue sur les mystères de l'incarnation du Christ, j'ai reçu une première grande délivrance. J'ai été délivrée des anxiétés chroniques qui étaient là pendant longtemps, là. Des montagnes russes émotionnelles aussi, et puis d'une certaine oppression interne qui était là. Et c'est comme ça que j'ai découvert la notion de la grâce, qui m'a appris que ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par sa grâce, comme il est dit dans l'Éphésiens 2, versets 8 à 9. Et depuis lors, c'est comme une paix, une confiance et une assurance qui s'est installée plus constamment en moi. Donc aujourd'hui, je fais ma part avec responsabilité, je passe à l'action, mais je ne porte plus le poids du monde sur mes épaules, ça c'est fini. Ajouté à cela, sur ce chemin, moi je n'ai pas uniquement cherché à guérir, j'ai aussi cherché à découvrir le sens de ma vie, ce que je suis venue faire sur cette terre. C'est une question que je me posais depuis l'enfance. Et donc, c'est aussi dans ce cheminement que j'ai découvert ma mission de vie. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui ne l'ont pas encore vu à aller voir l'épisode sur la mission de vie dans lequel j'en parle plus en profondeur. Je pense que si tu as suivi tous les épisodes, je pense que tu as déjà ressenti la profondeur et la puissance des types de guérisons qui peuvent se déployer sur ce chemin après une relation d'emprise, hein. Donc premièrement, une grande partie de la guérison se manifestera au niveau du système nerveux. Lorsque vous remarquerez que vous arriverez de plus en plus à tenir des états de paix et de calme. À mon niveau, les choses qui m'ont aidé quand même à réguler mon système nerveux, ça a été les séances de méditation, la pratique d'une activité sportive régulière ou d'autres types d'activités, le fait d'avoir trouvé aussi un sens à ma vie, le fait d'avoir un réseau relationnel sain, le fait d'avoir un mode de vie sain aussi au niveau de mon alimentation, de ce que je consomme en fait, puis de mes heures de sommeil, le fait de faire des introspections régulièrement, et bien évidemment mon système d'organisation. Donc voilà, il y a vraiment une grande différence entre arriver à voir qu'on est juste en crise d'anxiété quand ça se passe et subir ces crises d'anxiété-là. Donc il faut s'éduquer sur ce sujet
et surtout appliquer ce qu'on trouve. Ensuite, si vous vous reconnaissez comme une personne hautement sensible, il est très important d'apprendre 2 gestes protecteurs. Apprendre à fermer ses capteurs réceptifs et apprendre à se nettoyer énergétiquement. Par capteur réceptif, j'entends principalement émotion. Nous sommes des personnes qui ressentent beaucoup plus que la majorité des gens. Il faut apprendre à ne plus être ces passoires émotionnelles qui absorbent tout et tout le monde sans filtre. Par exemple, quand vous êtes en présence d'une personne qui a une énergie lourde, qui a une énergie toxique, apprenez à ne pas considérer ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Apprenez à vous détacher. Une troisième forme de guérison consiste à apprendre à se mettre en premier, à devenir un peu selfish en fait. Il faut apprendre à prendre soin de soi-même comme on a l'habitude de prendre soin des autres. Et ce qui peut aider, c'est de sortir de ce rôle de la sauveuse ou du sauveur. Je tiens à vous dire que vous n'êtes pas né pour sauver la planète tout entière. Apprenez à apprécier la valeur de votre propre énergie afin d'éviter de la gaspiller auprès de ceux et celles qui ne sont pas sérieusement engagés dans leur propre évolution. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non et poser des limites claires sans culpabiliser. À ce stade-là, je dirais que vous n'avez plus besoin qu'on vous choisisse pour exister. Apprenez à développer de l'empathie et de la compassion envers vous-même d'abord. Apprenez à reconnaître et à voir la qualité de votre travail, à voir la beauté des œuvres que votre énergie peut produire. Arrêtez de vous négliger. Ensuite, pour les hyperdépendants, apprenez à recevoir de l'aide. Acceptez que vous avez besoin des autres. Apprenez à vous laisser porter parfois. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Avant, j'étais littéralement gênée de demander de l'aide. Je disais toujours non, ça va, je vais le faire seul. Et puis petit à petit, au lieu de dire non à chaque fois, j'ai appris à dire oui. Oui, je veux bien recevoir ton aide, merci. Ensuite, pour tous les dépendants affectifs, il est crucial que vous appreniez à passer du temps seul avec vous-même. Très important. Arrêtez de mendier votre place dans la vie des gens. Arrêtez de vous sacrifier pour rester dans la vie de ceux qui vous torturent ou qui n'ont aucune considération pour vous. Au début, c'est extrêmement désagréable, hein. C'est douloureux. Vous allez sentir un énorme vide. Mais au fil du temps, si vous persévérez, vous allez commencer à reconnaître votre propre énergie, votre propre présence. Vous allez commencer à l'identifier et aussi à l'aimer. Et c'est beau parce que dans vos relations qui suivront, vous ne ferez plus porter en fait la charge à l'autre d'assurer votre bonheur. Pour ceux et celles qui ont une intuition extraordinaire, apprenez à vous faire confiance. Parce que très souvent, dans la majorité des cas, vous savez déjà, mais vous avez du mal à vous écouter. Et tous les débuts sont inconfortables, hein. Mais je vous dirais, give it a try. Essayez d'être obéissant à votre intuition quand elle vous guide. Toutes ces guérisons progressives, tous ces déblocages ont été possibles grâce à des tests sur le chemin. J'ai la forte croyance que c'est en lien, en confrontation avec l'extérieur qu'on apprend à se développer ou à manifester ou encore à mesurer le changement. Ce n'est pas en restant enfermé entre 4 murs que le changement apparaît comme par magie. Quand vous ressentez de la friction à l'intérieur de vous dans une situation donnée, asseyez-vous et analysez ce qui se passe. Regardez ce que cette situation vient vous apporter comme message, comme leçon ou comme aide d'évolution. À mon niveau, ça a été une relation de courte durée qui m'a permis de tester mes nouvelles capacités à ne plus me sacrifier, mes nouvelles capacités à me choisir, à me respecter, et puis à quitter des relations qui ne m'honorent pas. Ou encore, ça a été la rencontre avec un faux mentor qui a instrumentalisé mes croyances. Donc ici, je dirais que c'est venu tester ma capacité à me faire confiance, à avoir du discernement, à ne pas me laisser illuminer facilement et à voir surtout si les actions et les mots d'une personne sont en concordance. Et puis dernier exemple, ça a été une démission que j'ai dû rendre parce que ma capacité à écouter ma voix intérieure, à me faire confiance, à faire confiance à mon chemin, a aussi été testée. Il y aura des tests sur les chemins, il y aura toujours des tests. Je continue d'être testée sur ce chemin. Et justement, l'éveil, c'est ça, c'est que ça donne la capacité d'être plus attentif et de mieux comprendre certaines situations qui se présentent sur notre chemin et les liens qu'elles ont
avec notre évolution. Donc en conclusion, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment et qui s'est reconnu d'une façon ou d'une autre dans ces 3 épisodes, dans cette traversée, si tu es en pleine marche et que tu es en train de te reconstruire petit à petit, sache que tu as beaucoup plus de puissance et de résilience à l'intérieur de toi que tu ne le penses en ce moment. Parce que tu as osé regarder en face, avec vérité, ce que tu avais vécu. Et tu as choisi de te donner les moyens d'en sortir. Tu as choisi de croire que le changement est possible. Tu es peut-être encore en train d'essayer de te pardonner. Tu es peut-être encore en train de te redécouvrir, d'apprendre à t'accepter, à t'aimer, d'apprendre à t'écouter, à écouter ta voix intérieure, à te faire confiance. Tu es peut-être en train d'apprendre à poser des limites, à dire tes premiers non sans culpabiliser. Tu es peut-être en train d'apprendre à te voir, à voir ta propre lumière, à voir que ce que tu considérais comme des faiblesses sont en réalité tes plus grandes forces. Alors, je t'invite à les brandir avec fierté, comme un drapeau tout neuf. Et réalise que chaque jour, tu deviens une version plus libre, plus authentique et plus lumineuse de toi. Ce chemin est long, semé de tests, d'embûches, de contraintes, de choix difficiles, de paradoxes. Mais je te demanderai de retenir une autre chose. Lorsque tu es épuisé, sache que la grâce existe et que tu n'es jamais seul. Merci à toi d'avoir écouté ce 3e et dernier épisode de cette série. J'espère qu'il créera des déblocages, des éveils de conscience, des libérations. Et si tu as aimé l'épisode, partage-le, mets un j'aime et n'hésite pas à me partager ton histoire en commentaire si tu le désires. Et on se dit à bientôt.